Alors effectivement, on a réfléchi aussi au fait que s'occuper des personnes âgées, c'était des questions d'organisation, de management, de sens, mais qu'il y avait peut-être quelque chose aussi qui allait ailleurs, qui allait au-delà, dans le non-désir que l'on peut avoir de s'occuper des fragiles. C'était tout un tas de choses, dont des tabous dont on n'ose pas parler. Par exemple, peut-être que simplement le corps des vieux, ça dégoûte, ou le corps des fragiles, ça dégoûte, et du coup, c'est moins valorisant, on n'a pas envie d'y aller. Pour en parler, on a voulu être un petit peu différent et laisser s'exprimer une artiste à notre place. Donc je vous invite maintenant à prendre un moment pour écouter Anuradha qui va vous lire sa pièce, vous interprétez sa pièce, qui s'appelle Le corps des vieux. Je vais parler du corps des vieux, des très vieux, du corps des vieilles, très, très vieilles. Leurs os sentent la pluie qui arrive, le temps qui tourne. Quand ils parlent météo, c'est des os dont ils parlent. Leur peau se tend sur l'os du tibia, se tend sur le crâne, de la nuque jusqu'au nez. La peau se froisse entre le coude et le poignet, entre les doigts. Les paupières se sont absorbées et les yeux dépassent des orbites. La chair tantôt se ravale et tantôt déborde. La matière ne remplit plus la silhouette comme avant. Ils vivent au rez-de-chaussée. Les étages ont les volets clos. On a aménagé leur dernière chambre dans une cuisine ou dans un débarras. On y a mis un lit étroit comme un lit d'enfant, mais un lit qui coûte cher, un lit avec rambarde et dossier qui se lève. Sur la table, les couches, les jus protéinés, le classeur où les infirmières notent la qualité des sels. Au frigidaire, la soupe industrielle. Les vieux gardent auprès d'eux le téléphone. Mais souvent, quand ça sonne, c'est la publicité. Ils lisent dans le journal la rubrique funéraire. La télé piaille pour tromper le silence. Je rentre émue et épuisée de les avoir lavés, de les avoir nourris et d'avoir écouté, passant la serpillière, les histoires qu'ils répètent, les plaintes sur les voisins, les plaintes sur les enfants, la douleur de leur corps, la télé qu'ils regardent mais qu'ils n'écoutent plus, émue d'avoir écouté, avec eux, le silence. Le soir, je m'endors auprès d'un garçon nu. Il a un corps compact qui grimpe sur la montagne. On se blottit l'un contre l'autre dans le lit de sa caravane. J'écoute la pluie tomber sur le toit de plastique. Au matin, il prépare le café. Solange Laforge.
Quand je la vis nue pour la première fois, son échine me retourna le bide. Courbe et immense, saillait en quart de cercle de la tête à l'assise comme pour s'extraire du corps. Un dos de reptile, dos de dinosaure. Solange, élégante. Ses veines sont bleues à la tempe et au poignet, assorties au gilet. Elles forment un faisceau, un réseau de corail mis à plat sous la peau. Ses veines semblent sortir du cou. Ou est-ce la peau qui disparaît? Le corps s'enfonce dans un sang qui ne circule plus. Madame Besançon, les pieds enflés, tendus comme gonflés d'eau, rouge-violet, et les orteils soudés comme déjà une pierre fossile. Jacques Duchaud, c'est les mains, violacées presque bleues, remplies d'eau énorme, des mains à 2 doigts d'exposer. Ce sont des mains qui ne peuvent plus saisir, ne tiennent plus que son pantalon. Jacques Duchaud ne peut pas refermer sa braguette. Il refuse mon aide pour l'habiller. Il dit « Et si je veux pisser quand vous n'êtes pas là, je fais comment, dites-moi » Je les lave, les nourris et je fais leur marché. Quand elles disent « Assieds-toi, tu veux boire un café ?» Je m'assieds et je bois. Le café n'est pas bon, mais je le bois quand même. Madame Guilliton parle alors de ses filles. Je lui repasse son linge, elle parle du village. Je lui lave son sol, bien qu'il soit toujours propre. Elle parle de son dos, elle parle de ses jambes, je l'amène au kiné. Elle s'appuie sur mon bras pour marcher, cette femme large et immense. Elle parle de sa vie passée à travailler. Monsieur Poussin rigole et chante des chansons paillardes. Peut-être parce qu'il aime ça, peut-être pour provoquer. Il rit d'une voix aiguë dont je me demande comment elle peut sortir d'un corps si épais. Il marche lentement au déambulateur où il appuie ses 100 kilos. Madeleine. Elle se plaint et médit des voisins. Ça fait 5 générations qui nous emmerdent, elle dit, même qui voulaient empoisonner les bêtes. Elle médit de sa mère et elle l'appelle la vieille, médit de ses belles-filles et je me demande bien ce qu'elle médit de moi. Madeleine énumère les statues de la Vierge, les croix, les bondieuseries qui protègent sa maison en précisant leur prix. Quand elle passe le perron, elle touche la tête d'une vierge debout à droite du paillasson comme on caresse un chien en lui disant « brave bête ». Monsieur Brisson ne parle plus, il geint. Sa jambe droite sort de la couverture. Sa peau est tendue du genou aux orteils comme une peau de tambour, pas une ride, aucune. La peau est tirée entre les cartilages et les os, imberbe comme une toile de plastique. Il n'a plus de paupières, ne cligne plus des yeux. Geint. 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 Aïe! Aïe! Dit-il. Aïe! Aïe! Je lave le sol sur lequel il ne marchera plus. Je lui donne sa purée et la poudre de ses médicaments, m'assois auprès de lui et lui lis le journal. Aïe! Me répond-il. C'est joyeux, en revanche, chez René et Yvette. Yvette, petite, toute maigrelette, elle engueule et rigole. Elle vous regarde par-dessous, rentrant la tête dans les épaules comme une tortue qui rétracte le cou. Elle marche en s'appuyant au mur et trottine sans cesse de la cuisine au salon, du salon à la cuisine. René, assis au canapé, calme, la regarde s'agiter. Je leur fais la vaisselle dans des éviers profonds. J'achète le journal et le pain.
Je lave les vitres et les toilettes et je vais à la boîte aux lettres leur chercher le courrier, que des publicités. Je leur sors les poubelles et parfois je les amène marcher. Aligner quelques pas dans l'impasse où elles sont nées et dont elles ne sortiront plus. Elles regardent la montagne qui les a connues jeunes. Elles regardent le ciel et elles parlent du temps, de la matière de l'air. Elles marchent à pas lents. Je badge à l'entrée. Solange est exténuée. Je l'installe à table avec difficulté. Elle prend du bout des lèvres 4 grains de riz, puis d'une voix sans timbre, étouffée, elle dit « Je n'ai plus faim ». Puis d'une voix claire, soudain « Un oiseau !» Passer par la fenêtre, noir sur la neige. Elle me demande qui je suis. Je ne sais pas quoi répondre. Comme à tous les repas, Solange ne mange pas. Dans le frigo s'entassent les barquettes du supermarché. Pâtes pavées de saumon, riz, bœuf bourguignon, riz et lapin moutarde, mais tous les plats ont le même goût. Ils n'en ont pas. Chez René et Yvette, c'est le même cinéma. Yvette me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Elle m'engueule quand je lance sa machine à laver. Elle m'engueule quand je mets le feu sous sa casserole. Elle dit « Non, c'est pas vrai, la soupe, je la fais pas cramer. » Elle dit « Asseyez-vous, buvez un café. » René dit « Quoi de neuf à la ville ?» Ça veut dire au village. « Et quoi de neuf au pays ?» Ça veut dire au village aussi. Je lui parle des morts et de l'état des routes. À l'heure du ménage, Madame Guilleton me parle de ses filles. Elle me parle de ses jambes, me parle de son dos. Je lui lave son sol et lui repasse son linge. Quand je ferme sa porte, un trou noir dans mes jambes. Un trou noir dans mon dos. Les mains sur le volant, je pense à ma vie passée à travailler. À l'heure du dîner, je trouve M. Poussin par terre dans son couloir, sagement allongé au pied du déambulateur. Je suis tombée. Il rit, comme toujours, Guilleret. Je lève ses 100 kilos, je lui donne sa soupe et je le mets au lit. Il me fait sortir de l'étagère un livre sur les fusils, me montre des images de cartouches, me parle de la chasse, puis me dit « Ma chérie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Je n'aime pas aller chez Paulette et Léon, mais j'y vais. Je suis payée pour ça. Léon se tait, maigre, alité, et souffre. Son visage dépasse du drap bleu, mais son corps, je ne l'ai jamais vu. Sous le drap, il n'y a plus que sa peau. Léon se tait. Et Bidon, le chien, couine, il aboie, il jappe, il appuie ses dents et ses pattes sur un os de plastique vert qui couine encore plus fort. Alors Paulette crie « Bidon, 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 bidon » pour le faire taire. Et la mission est accomplie, on n'entend plus Léon qui meurt.
Mais aujourd'hui, chez eux, un air de musette, un chant d'accordéon. Paulette a fait sortir Bidon et a mis le disque préféré de Léon. Elle dit, tu sais, qu'est-ce qu'on aimait danser. Le soir, je m'endors contre un garçon, sa poitrine comme un arbre. Il a rabattu l'unique volet de sa chambre et le noir est complet. Dans la nuit, il passe sa main sur mon sommeil. Soudain, j'ai peur. Peur de m'être endormie avec Monsieur Poussin après l'avoir couché. Depuis que je travaille ici, je ne dors jamais seule. J'ai besoin d'autres corps que ces corps à la corde usée. Les êtres contre qui je m'endors, l'une a le corps massif et blanc. Parfois, elle m'agace. Souvent, elle m'attendrit. Un autre a le corps sombre et mince. Il aime dire mon nom avec sa voix étroite. L'un a le corps douillet, le corps voluptueux, au-dessus de ses pieds, ses chevilles. L'autre a le dos immense et des jambes sculptées. Elle a des yeux rieurs sous ses boucles. Je m'endors, étalée sur leur corps. Les corps qui me touchent la nuit ignorent ce que le jour je touche. Leur peau froissée, diaphane, ou dure et tailladée par le travail, par les années. Les os qui grincent ne coulissent plus. Les êtres contre qui je m'endors, je ne leur parle pas de mon travail. Mais je crois qu'ils la sentent. L'odeur des vieux déposée sur ma peau. Souvent, je rêve du corps des vieux. Des corps que j'aimerais parfois et n'aimerais surtout pas trouver morts. Les vieux, c'est un peuple tout entier. Certains sont drôles et vifs, ils rigolent à la face de leurs dernières années. Et d'autres sont éteints, ils me chassent de la main comme une mouche. Certains sont devenus fous, hurlent et fixent le vide. D'autres sont résignés, avalent sagement leur soupe et caressent leurs chiens. On les lève avec des machines qui font d'eux des sacs à pommes de terre pour préserver nos dos. Certaines ont oublié jusqu'au nom des enfants. Et elles racontent toujours la même histoire, qu'à l'hiver 54, il a tellement neigé et les chevaux étaient tant épuisés que les gars du village ont déneigé la route du col à la pelle. Que le matin, avant l'école, chacune trayait 2 vaches. Que les Allemands n'ont pas trouvé les fusils cachés dans la paille. Qu'à l'hiver 54, il a tellement neigé et les chevaux étaient tant épuisés que les gars du village ont déneigé la route du col à la pelle. Qu'à 10 ans, elle faisait la cuisine et qu'elle avait de la chance parce que sa jumelle, elle, allait déjà au champ. Que le matin, avant l'école, chacune trayait 2 vaches. Que les Allemands n'ont pas trouvé les fusils cachés dans la paille. Qu'à l'hiver 54, il a tellement neigé et les chevaux étaient tant épuisés que les gars du village ont déneigé la route du col à la pelle. Qu'avant l'école, chacune trayait 2 vaches. Que les Allemands n'ont pas trouvé les fusils cachés dans la paille. Qu'à 10 ans, elle faisait la cuisine et qu'elle avait de la chance, parce que sa jumelle, elle, allait déjà au champ. Que l'hiver, dans les pièces éloignées des cuisines, les murs givraient. Que dans les tables, il faisait chaud. Elle me demande pourquoi je ne suis pas mariée. Et pourquoi je vis seule. Et où sont mes parents ? Elle me demande pourquoi je ne fais pas d'enfants. Certains clament haut et fort qu'ils n'ont pas besoin d'aide. D'autres me prennent pour leur bonne et m'en demandent comme 4. Certaines, j'y vais tous les matins, ne me reconnaissent pas. Et d'autres continuent jusqu'au bout, dos courbé, le front fier,
Monsieur Guillard, claudique jusqu'au box des veaux, prend appui sur ses 2 cannes comme un gorille appuie à terre ses grands bras, pose une canne contre les tables, saisit la fourche et engouffre le foin. Monsieur Guillard nourrit ses bêtes. Il leur ressemble. Tête de bœuf, oreilles de chou qui pendent à droite à gauche de la casquette. Certains, je ne les aime pas. Ceux pour qui le travail est une religion et qui crachent contre ceux qui ne s'y aliènent pas. Celles qui regrettent la peine de mort à chaque fois qu'elles feuillettent le journal. Et les radins du jusqu'au bout, chez qui il faut vider la poubelle en gardant le même sac. Il y en a, je ne sais pas où elles sont, ici, dans leur corps, ou déjà sur les crêtes. Madame Jon garde les yeux fermés, n'ouvre pas un regard. Elle ne dit pas un mot. Pas bonjour, pas c'est froid et pas je n'en veux plus. Depuis bientôt 10 ans. Je lui noue la serviette au cou et j'approche la cuillère de sa bouche. Au matin, une bouillie de brioche tricorée. Au midi, un petit pot blédina pour bébé. Au soir, une soupe en carton. C'est comme ça tous les jours, même le jour de Noël. Au matin, l'infirmière la branche à une poche d'eau et c'est comme ça qu'elle vit. Depuis 10 ans. J'approche d'elle la cuillère. Aucune réaction. Et soudain, d'un coup, elle ouvre grand la bouche où j'enfonce la cuillère avant qu'elle ne referme. Ensuite, elle mâche longuement sa soupe sans dents. Et puis elle l'avale sec. Les yeux toujours fermés. Je babille. Ne pas se taire comme face à une morte on se tairait. C'est une drôle de vie. Pour elle et comme pour moi. C'est un drôle de métier. À nourrir des fantômes. Petit pot blédina pour bébé. Cette femme, pendant la guerre, elle était résistante. Cette nuit, dans mon rêve, Madeleine était assise parmi ses bondieuseries, nue, débordant sur sa chaise. Un corps envahissant, un corps qui dégouline la médisance et les bons sentiments. Je devais la laver, et comme je ne l'aimais pas, je ne voulais pas le lui toucher. Son sexe. Alors elle bâillait les jambes, et sa détresse disait « Et là ?» Le corps que je lave ne sue plus. Les hormones se sont tues.
J'aime voir les seins des vieilles reposer sur leur ventre. Leurs sexes sont chauves. Péninsule nue sur laquelle est plantée, tête en bas, une douzaine de poils clairs, et si clairsemés qu'ils se dressent sans se toucher l'un l'autre. Le sexe des vieux, un long et pendant sac à testicules surmonté d'un bulbe. Des inconnus viennent les essuyer, les laver, et on ne sait pas comment les désigner. Madame Minard à son mari. Et le zizi, tu t'es bien lavé le zizi, André ? Au sujet d'un sexe que peut-être elle chevaucha. Leurs orteils sont soudés. Quand on les lave, il faudrait pouvoir, au moins de temps en temps, passer entre, nettoyer l'interstice. Je n'ai jamais osé, de peur que le pied ne se fende. Chaque membre rapetisse, se condense, aspirant au noyau avant de disparaître. Elles me touchent, les vieilles, m'émeuvent comme un miroir en avance. Je les touche avec toujours la peur que leur corps craque en morceaux. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de Monsieur Brisson. Je lui lance joyeusement « Bonjour !» Il est mort. La tête droite sur son axe, basculée en arrière. L'infirmière le toilette dans son lit. « Je viens de le trouver, dit-elle. Je m'enfuis. » La neige tombe. Je me couche seule et sans personne. Et je ne dors pas. Le lendemain matin, c'est Solange qui est immobile. Ses paupières soudées aux orbites. Son cou se gonfle. Je respire. Je l'appelle, la touche, l'appelle, la touche encore. Je lui demande si elle a mal. Elle grogne. Les yeux fermés, elle désigne son sexe, puis les ouvre. Ensuite, dans mon rêve, j'entrais chez Madame Jon. Elle était assise, la tête droite sur son axe, déjà sous emballage plastique comme des bananes dans un supermarché. Je travaille dans l'antichambre de la mort. Un vertige payé au SMIC. C'est un drôle de métier. On se retrouve là parce que rien dans le CV. On te prend sans poser de questions. Des vieux, il y en a des nouveaux tous les jours. C'est un drôle de métier. Laver le sol d'un cagibi qu'on appelle chambre. Racler mon impuissance face à 20 solitudes. Racler ma solitude face à 20 impuissances. C'est une drôle de vie. Courir entre des corps qui ne peuvent plus marcher.
le sens de mes gestes, je ne le comprends plus. Peu à peu, je ne les force plus à passer à table quand elles n'ont pas faim, à marcher leurs 3 pas dans l'impasse quand elles disent « je suis trop fatiguée ». Ils ne veulent pas de leurs médicaments, je ne leur donne plus. Peu à peu, je ne me force plus. Je m'assieds simplement et je parle avec eux. Ils me racontent le monde qu'ils ont vécu et ensuite ils se taisent. Les vieux n'ont plus le temps pour faire semblant. Moi non plus. Je m'assieds. J'écoute la neige tomber. Un peu difficile de reprendre après ça. Anuradha, vraiment, 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 un grand merci. Bon, sans transition pour la table ronde suivante. Alors, j'appelle Sandra Vessière, Marie Guamard, Audrey Niam. Il doit y avoir 2 personnes de l'EHPAD Mathilde Laurent aussi. Alors vous avez un micro devant vous. On va enchaîner. On a voulu cette table ronde justement pour que vous puissiez vous exprimer, pour que les salariés sur le terrain s'expriment. On a entendu de la part d'Anuradha une réalité quotidienne un petit peu difficile. Je voulais savoir, peut-être Marie, on va commencer par vous. Comment c'est au quotidien. Finalement, ce métier, au quotidien, ça a des bons aspects, des mauvais aspects. Comment vous le vivez? Alors, comme je l'ai souvent dit, moi, j'ai une place assez intéressante dans le sens où je suis musicothérapeute. Donc, dans cette structure, dans une structure, en tout cas au jardin Médicis, j'ai pas cette notion qui a été racontée un petit peu avec délicatesse et persuasion par la collègue d'avant. C'est-à-dire que le corps, moi, je le vois déjà habillé, donc ce qui est plutôt agréable. Je pense que travailler, ça a été très bien dit, travailler dans les EHPAD n'est pas forcément quelque chose de valorisé dans notre société. Et pourtant, il y a un plaisir extraordinaire de pouvoir faire revivre ces cœurs et ces corps qui sont parfois en mal d'être aimés, en mal d'être reconnus en tant que personnes, qui répètent inlassablement toujours les mêmes histoires, comme l'hiver 54 pour certains. Et c'est un plaisir de pouvoir travailler avec ce public, parce que ça nous apprend, ça nous grandit, ça nous fait évoluer sur notre perception de soi, mais surtout la perception de l'autre. Est-ce que... et ça avait été aussi dit par un des intervenants, c'est-à-dire avant de pouvoir être à même de gérer le corps de quelqu'un d'autre, il faut être bien avec soi-même. C'est exactement ce que disent les psychologues, hein, c'est-à-dire avant de pouvoir aider l'autre, faut déjà savoir qui on est. Et c'est en sachant qui on est qu'on peut aider correctement. Et c'est peut-être grâce à ça qu'on devient des salariés heureux.
c'est en connaissant ses limites et en connaissant aussi ses qualités. Et c'est les qualités qu'on mettra en avant pour pouvoir aider au mieux les résidents. Sandra, le quotidien que racontait Anourada, c'est le quotidien d'une auxiliaire de vie, c'est votre métier. Vous vous êtes reconnue dans ce que vous avez entendu ? C'est ce que je fais tous les jours, oui, c'est complètement ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié et que j'étais très à l'écoute de cette performance qu'elle nous a offerte, parce que oui, c'est ça le quotidien en fait du métier. C'est on lave, on habille, on couche, on nourrit, on fait tout en fait. On est dans l'intimité de la personne tellement qu'on l'est plus que sa propre famille en fait. On connaît ses plats préférés, on connaît ses chansons préférées, on connaît ses couleurs préférées. Et même des fois, la famille vient... Enfin, moi, j'ai beaucoup de familles qui viennent me voir pour les anniversaires, les Noëls. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Voilà. Et même la famille nous remercie. On est toujours remerciés d'être là. Et en fait, je pense que malgré toutes les difficultés qu'on connaît dans le métier, qu'on a un peu évoquées avant par rapport aux conditions de travail, le métier reste quand même attractif dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on est dedans, on se rend compte qu'on est dans un monde tellement d'amour, on donne et on en reçoit tellement aussi. On est le rayon de soleil de nos bénéficiaires, en fait. Et ça, c'est plus que tout, c'est ce qui nous fait vivre, en fait. Vous me disiez donc vous représentez le collectif, oui. La force invisible des auxiliaires de vie. Vous me disiez que vous, ce que vous avez remarqué chez les auxiliaires de vie particulièrement, c'est qu'en général, elles connaissent très peu leurs droits, elles connaissent très peu la manière dont le travail doit fonctionner. Elles connaissent le métier en pratique, mais elles connaissent moins le métier sur ses aspects législatifs et théoriques. Voilà, en fait, le collectif, à la base, c'était juste une page Facebook où on voulait juste se retrouver entre professionnels. Et c'est vite devenu une association parce que au début, on discutait entre collègues, voilà, on se racontait les petites histoires de la journée. Et en fait, c'est très vite devenu dis donc, moi je vais là, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? On me demande de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ci ? Et en fait, c'est très vite devenu une page où tout le monde posait des questions sur ses droits parce qu'aucune n'a connaissance de ses droits. Et en fait, on a monté ce collectif, du coup, par la force des choses, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un gros manque à ce niveau-là dans le métier, c'est-à-dire, déjà, il y a un gros manque de connaissance du Code du travail, mais il y a également un gros manque des connaissances des conventions collectives. Et c'est peut-être dû au fait aussi parce qu'on en a beaucoup. Ok. À l'EHPAD Mathilde Laurent, vous êtes deux collègues, vous travaillez en unité protégée. Donc, le quotidien de... Pardon ? Non, je vous écoute. Le quotidien de l'aide-soignante ou de l'auxiliaire de vie en EHPAD, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment enchaîner toute la matinée des toilettes et des actes répétitifs ? Comment, aujourd'hui, cette contrainte, vous la vivez ? Qui est une réalité. On a parlé tout à l'heure des toilettes en 12 minutes, etc. Sur le terrain, c'est comment, en fait ? Alors, nous, on travaille dans un secteur protégé, toutes les deux, avec Cathy. Voilà, moi, je commence le matin à 7h. J'arrive à 7h le matin, voilà, pour faire les toilettes, les petits déjeuners. Et Cathy arrive à 11h. Elle prend le relais, voilà, pour un autre accompagnement. Moi, j'ai la chance d'être dans ce secteur où on est 2 soignants pour 14 résidents. Donc, on ne ressent pas Vous savez, ils peuvent se lever à leur rythme. On arrive à faire un travail quand même... on les accompagne quand même assez bien, je trouve. Voilà, la difficulté, c'est... Peut-être, oui, il faudrait être une de plus dans la journée, mais on arrive quand même à... Voilà, moi j'ai une ASH le matin qui m'aide au petit déjeuner, qui me fait aussi des toilettes. Voilà, on travaille à 3 en fait. Okay. Et dans le reste de l'EHPAD, vous avez le même sentiment ? Non, je pense que dans le secteur ouvert où il y a 50 résidents, je pense que c'est un peu plus compliqué pour elles.
Nous, on n'a pas le même ressenti. Nous, on se sent vraiment dans un petit cocon, dans une maison. Voilà. On arrive à faire un accompagnement. Donc, comme disait Christine, ma collègue, moi, quand j'arrive à 11h, donc je fais 11h, 21h, je fais 10 heures de travail. Et quand j'arrive, il y a souvent une toilette ou deux qui restent. Donc, à ce moment-là, après, déjà, on a oublié de vous dire que la plupart du personnel à l'EHPAD Mathilde Doran a été formé à la méthode Montessori. Et nous, notre quotidien, c'est justement de travailler la méthode Montessori au secteur protégé. On a 14 résidents qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je fais une ou deux toilettes. Et après, on entame les tâches au quotidien avec les résidents où ils commencent à avoir des rôles. Okay. Donc moi, j'ai un résident, tous les matins, il sait qu'il doit couper le pain pour le repas, d'autres vont enchaîner pour la vaisselle du petit déjeuner, tout ça. Okay. On entache toutes ces tâches-là. Ok, sur cette dynamique dans laquelle est rentrée votre EHPAD, on en parlera un petit peu après. La difficulté de l'unité protégée, ce sont des personnes qui auront tendance à vous demander 20 fois la même chose en peu de temps. Donc cette pénibilité-là, comment vous la vivez ? C'est pour ça, donc il faut trouver des solutions. Trouver qu'ils aient des moments des rôles, qu'on les occupe et que ça soit au quotidien, tous les jours. Comme ce monsieur que je vous disais pour couper le pain. Après, ça va devenir des rituels. Des rituels. Il va venir, je vais l'appeler, il va venir, il va me montrer ses mains. Il faudra qu'il se lave les mains, je ne vais même pas lui dire. Il va couper le pain avec un grand couteau, on leur fait confiance et on les laisse faire. Ok. Juste parler de la pénibilité au niveau dans un EHPAD, on est confronté à la mort, à la maladie, à des troubles importants. Donc ça, c'est une réelle pénibilité pour moi. Ok. Myriam ? Alors vous, Myriam, c'est particulier puisque vous travaillez chez Monoprix et Audrey, vous êtes... Pardon, c'est Audrey. Ah, c'est Audrey. Ah, mais je ne sais pas pourquoi. Mais alors, attendez, depuis hier, je vous appelais Myriam. Je ne sais pas pourquoi. Madeleine, j'ai bien retenu, mais... Madeleine, bon, Audrey, Myriam. Audrey, c'est un peu particulier. Vous travaillez pour un programme qui s'appelle Passerelle, qui a été mis en place par Corian avec, en l'occurrence, Monoprix, et qui vous permet aujourd'hui d'aller vers ces métiers du soin. C'est ça. Bonjour, je m'appelle Madeleine. Je suis aide-soignante depuis 19 ans et tuteur d'AFES, Action de formation en situation de travail. Et Audrey est une de mes apprenties parce que j'en ai 5. Donc le dispositif Passerelle est né il y a maintenant 14 mois. C'était un partenariat entre 2 grands groupes, Corian des soins et Monoprix, qui s'est retrouvé confronté à des salariés, des caissières, des chefs d'équipe, des chefs de rayon, qui ont développé une fibre de la vocation des métiers du soin pendant la période du Covid que tout le monde connaît, qui était très difficile. Lors de leur évaluation annuelle, ils ont demandé à ce qu'on leur a demandé quel est le métier d'avenir qui vous ferait plaisir. Ils ont dit, on a développé comme ça, on aimerait rentrer dans le monde du soin. Donc les 2 groupes ont fusionné et à l'intérieur des établissements, le groupe a cherché des tuteurs parce on accompagnait déjà des stagiaires, des apprentis, mais ce n'était pas sur une longue période. Les stagiaires venaient sur 1 mois, 2 mois, et là, c'était sur 14 mois. Alors, c'était sécurisé par le gouvernement parce qu'il y avait Transition Pro, qui était l'ancien Forgesif aussi, qui entrait dans la boucle. Comment faire ? Des personnes avaient un métier d'avenir, ils ont un rêve d'un métier d'avenir. Mais comment garder cette sécurité d'emploi ? Comment passer, parce que c'est une reconversion professionnelle, d'un métier à un autre sans passer par la case de Pôle emploi. Comment garder, parce qu'on connaît bien les difficultés financières de nos jours, pour que le salarié soit plus épanoui dans un métier qu'il souhaite. Donc, au quotidien, j'accompagne Audrey, je la forme sur le terrain, sur les missions de l'aide-soignante en EHPAD, parce qu'il y a des cliniques aussi. On change, ils viennent en EHPAD et certains, au bout de 6 mois, vont aussi en soins de suite et rééducation en clinique parce que c'est différent de l'EHPAD pour qu'ils soient complets. Au bout de leurs 14 mois, ils vont être présentés devant un jury par le biais de la VAE, validation des acquis, parce qu'il faut justifier de 1067 heures, une année complète dans le soin pour prétendre être présenté devant un jury afin d'obtenir un diplôme. Donc, je vous laisse...
Audrey prendra la parole après moi parce que c'est un beau dispositif. Parce qu'il y avait le concours d'entrée à l'époque. Il y a beaucoup qui ont été freinés. Pourtant, ils ont cette vocation du métier et cette capacité humaine d'accompagner les autres. Donc, je le fais et puis je l'accompagnerai jusqu'à l'obtention de son diplôme et qu'elle sera notre future collègue dans les jours à venir. Ok, merci Madeleine. Du coup, Audrey. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez chez Monoprix un matin, vous vous êtes dit, je me verrais bien travailler comme aide-soignante. Oui, alors, je m'appelle Audrey Niam. Je travaille pour le groupe Monoprix depuis 10 ans. À l'époque, il fallait faire des concours pour intégrer la formation d'aide-soignante. Alors, je me suis présentée et je n'ai pas été retenue. J'ai été recalée. Et donc, à l'apparition, lors des trucs annuels, lors des évaluations annuelles, avec mon directeur, je lui ai fait comprendre que j'aimerais travailler dans les soins, parce que c'est ce que j'ai toujours aimé faire, parce que je trouve que c'est un très beau métier. Le contact avec les personnes, accompagner des personnes vulnérables, ça a toujours été mon rêve. Et donc, le dispositif étant mis en place, il m'en a parlé. Sans hésitation, je suis partie. Et du coup, je suis accompagnée par Madeleine et ça se passe très, 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 très bien. Ça fait combien de temps maintenant que vous avez commencé? Ça fait 1 an jour pour jour. Ça fait 1 an. Maintenant, dans 3 mois, j'aurai fini en fin de formation. Ok. Et qu'est-ce que vous avez découvert? En fait, ce métier, par rapport à ce que vous avez découvert dans sa réalité, est-ce que ça correspondait à ce que vous imaginiez? Oui, ça correspond à ce que j'imaginais. Au départ, on a peur parce qu'on va vers l'inconnu. Je sortais du métier du commerce et j'arrive dans les soins. Vous comprenez? Et après, on est très bien entourés. Hein. Il y a Madeleine et toute l'équipe qui m'accompagnait. Et du coup, ça se passe très, très bien. Et si c'est à refaire, je refais pareil. Je ne regrette rien. Donc, ça se passe bien. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai ma mère qui souffre de l'hypertension et de diabète. Quand je travaillais dans le commerce, je ne pouvais pas lui prendre ses paramètres. Je ne pouvais pas savoir de quoi elle souffre. Ben maintenant, le matin, avant de partir au travail, je lui fais sa glycémie, donc son taux de sucre dans le sang. Et si je vois que les normes ne sont pas bonnes, j'appelle le médecin et je l'alerte. Vous comprenez que je suis montée en compétence. Et donc, du coup, ça a vraiment payé. Ah ben, et je suis très, très, très fière parce que je fais ce que j'aime. Ça, je pense que c'est la plus belle phrase. Je voudrais rajouter aussi quelque chose. Nos collègues à SH de nos jours, parce que ça fait déjà aussi parce qu'il y a des collègues qui n'ont pas eu la chance d'intégrer ce dispositif, qui en raffolent. Parce que c'était tout nouveau. Tout le monde se demandait, est-ce que c'est vrai? Ceux de Monoprix disaient, peut-être c'est une publicité mensongère. Est-ce qu'on peut passer aussi facilement d'une entreprise à une autre comme ça? Et je pense que tout le monde maintenant veut monter en compétence. Et on remercie, parce qu'il faut aussi le souligner, le tuteur aussi d'AFES, il est aussi encadré. Hein. On lui donne des cours pédagogiques par un formateur de l'IFAS, il faut aussi le dire, pour qu'il soit prêt pour pouvoir encadrer aussi les apprenants. Merci à Marie Martel, qui n'est pas parmi nous, le chef de projet, à Christophe Griori, qui est aussi de la Korea Academy, directeur national, qui ont permis, et Corian aussi, et Monoprix, qui ont permis à ce que ce dispositif voit le jour. Ok, merci beaucoup. Effectivement, je pense que là, on touche 2 choses. On touche le plaisir, en tout cas, qu'on voit Audrey, visiblement, vous avez trouvé votre voie. Et on voit quelque chose que l'on interrogera juste après, c'est-à-dire de nouvelles manières de former. Et c'est peut-être effectivement aujourd'hui des choses auxquelles il faut réfléchir, parce que c'est une expérience finalement qui pourrait peut-être être reproduite dans les territoires. Donc, Marie, vous, qu'est-ce qui a changé les choses en termes de management? Je pense que dans votre EHPAD, aujourd'hui, alors la musicothérapie, c'est pour les résidents, mais par contre, je crois que vous avez eu des recours au niveau des salariés à des massages, à l'introduction en fait de suivi qui fait que cette dimension, finalement, contrer la pénibilité, vous avez testé de nouvelles choses.
Alors, ce que vous dites, je ne l'ai pas forcément fait partout. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des métiers comme ça, un petit peu passerelles. C'est-à-dire que dans un premier temps, en tout cas dans beaucoup de maisons de retraite, et particulièrement en Jardin Médicis, la notion de musicothérapie a été très bien accueillie dans le sens où j'ai fait les toilettes en musique pour les personnes qui avaient des problèmes comme la maladie de Parkinson pour diminuer la pénibilité, en tout cas de mes collègues. Et en travaillant ensemble, ces derniers se sont rendus compte qu'il y avait un avantage qui pouvait être diversifié, on va dire, et qui pouvait être possible aussi pour eux. Donc, c'est vrai que pas forcément avec des massages, parce que moi, je ne travaille pas trop, mais on a tout ce qui est relaxation qui peut être mis en place. Organisé aussi pour les salariés par l'EHPAD. C'est ça. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites, qui peuvent être organisées, et ce qui met un peu en avant tout ce qui est management, c'est-à-dire prendre en compte que la personne qui s'occupe des patients a aussi une pénibilité, mal au dos, stress, cette notion de mort qui a été très bien expliquée, et cette notion aussi du corps. Il y a des corps où on n'a pas forcément très envie de les toucher, etc. Et apprendre à lâcher prise face à ça. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire « je n'aime pas telle ou telle chose ». C'est important de pouvoir le dire avec des mots comme vous avez fait en tant que comédienne, mais aussi en tant que professionnelle. C'est-à-dire que l'établissement et les directeurs, etc., doivent entendre qu'on a des limites. Bien sûr que nous sommes mis à disposition, mais il faut aussi réfléchir à comment dépasser cette perception du corps qui est parfois difficile, parce qu'à côté, on a tous la notion de maladie, peut-être dans la famille, etc., et que cette notion a un impact sur notre propre perception du corps de l'autre. Et avec ce genre de prise en charge, qui peut être la musicothérapie, qui peut être à travers des massages, etc., permettre aux salariés d'avoir un temps pour eux, au sein même de la structure où ils sont là pour les autres. Et jongler entre ça permet, entre guillemets, peut-être un équilibre et une reconnaissance de l'établissement de cette pénibilité. Il faut dire que vous venez d'un secteur qui est beaucoup marqué par la vocation, les religieuses, historiquement. C'est un secteur dans lequel, finalement, les personnels étaient là, étaient corvéables à merci, et qu'on est dans cette difficile tension entre un métier né de vocation et de spiritualité ou d'obligation religieuse vers un métier qui, aujourd'hui, est un véritable métier professionnalisé. Oui, je pense qu'il y a cette perception qui est assez... qu'on peut retrouver dans le don de soi. Hein. Je veux dire, cette mentalité ancestrale et très catholique du don de soi. Pour extrapoler, on le voit déjà pour les gens qui accouchent, etc. Il faut que ce soit dans la douleur, c'est un don de soi, etc. Et dans nos métiers, c'est encore ça. C'est-à-dire qu'il faut être dans... Longtemps, on a pensé que dans la douleur, on pouvait... faire ce métier, alors que petit à petit, et c'est ce qui a été mis en exergue ce matin, la douleur existe, cette pénibilité existe, mais comment faire pour garder les collègues et les salariés dans une atmosphère positive. Okay. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant de se poser, parce que ça permet à chacun de reconnaître, j'en parlais avec ma directrice qui est quelqu'un d'assez exceptionnel. Elle prend des gens totalement atypiques dans sa structure, et ce qu'elle aime, c'est la réflexion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a la porte toujours ouverte. On peut y aller le matin, l'après-midi, le soir, peut-être pas à 21h, mais parfois elle y est, pour pouvoir parler de nos difficultés. C'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui, comme elle le dit, avec ses limites, aime rechercher ce qui pourrait être bénéfique pour nous. Okay. Et je crois que c'est intéressant de pouvoir se rendre compte qu'on a aussi
nos directeurs, nos directrices qui sont dans la même dynamique et qui ont cette vision aussi. Ah, c'est intéressant parce que finalement, on va en reparler avec Mathilde Laurent, il y a des outils, mais ces outils, ce sont quand même que des intermédiaires de médiation avec finalement un vrai management, avec des vrais managers et des équipes d'encadrement, de direction formées au management. Vous disiez on a des salariés atypiques, mais c'est souvent qu'on a aussi des résidents atypiques. C'est ça. Donc finalement, c'est bien de se parler les uns les autres comme ça. Je crois que c'est une chose importante. En tout cas, je l'ai beaucoup entendu parce que bon, aujourd'hui, vous me voyez en chemise et plutôt bien habillée, mais je suis quelqu'un d'assez atypique et je sais que les personnes âgées avec qui je travaille me disaient c'est ça qui nous plaît énormément, c'est de pouvoir rencontrer ce côté atypique parce qu'on peut être nous-mêmes. On se rend compte que être nous-mêmes, c'est pas forcément rentrer dans la norme, parce que être vieillissant, c'est plus être rentrer dans la norme. On le voit très bien à la télévision, etc. On montre peu des personnes vieillissantes, ou alors elles sont extrêmement belles, ce qui ne représente pas la majorité. Et ça leur permet de pouvoir poser leurs difficultés, leurs espérances aussi. On parle de mort, mais est-ce que ces personnes ont envie de mourir? Pas forcément, ce qui est assez drôle dans notre perception. Quand on les voit, on se dit « Ouh là là, ils sont pas loin de passer l'arme à gauche ». Et cette perception du corps et cette facilité est intéressante à mettre en exergue et à montrer. Ok. Vous avez de la chance ici, il n'y a que des gens atypiques et beaux. C'est bien, c'est bien. J'ai regardé, j'ai vu, j'ai déjà classé. C'est plutôt ça. Hein. Vous aurez tous des cartes, plus ou moins. Mais oui. Donc, Mathilde Laurent, vous avez mis en place la méthode Montessori. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'elle a changé dans votre quotidien de salarié, plus que qu'est-ce qu'elle a changé du côté des résidents. J'aimerais savoir ce qu'elle a changé aussi dans le travail quotidien, dans votre manière. Déjà, ça a été une révolution dans notre travail, une découverte. Donc, c'est vrai, faire confiance aux résidents. Déjà, leur faire confiance, qu'ils travaillent tous les jours, qu'ils s'occupent. Donc, ça va être, comme on vous disiez tout à l'heure, la personne qui va couper le pain, la personne qui va faire la vaisselle le matin, la mise de table, tous les ateliers vaisselle après le repas. On n'utilise pas le lave-vaisselle, sauf le soir. 2 fois par semaine, ils font la soupe, des bonnes soupes de légumes. Donc, ils coupent, ils épluchent, ils coupent. Et nous, on a une cuisine au niveau du secteur protégé. Donc ça, c'est 2 fois par semaine. Comment ? Ça évite l'ennui, toutes ces occupations, la déambulation, les cris. Ils sont occupés. Et de toute manière, tout ce qu'ils font au quotidien comme ça, c'est du soin de toute manière, puisqu'ils sont occupés. Moins de cris, moins de déambulation. Et dans votre on organisation, essaye en tout cas. Dans votre organisation, vous, l'apport de cette méthode a changé des choses par rapport à votre métier. Puisqu'ils sont occupés, ils ont toujours des petites animations l'après-midi, beaucoup de musique comme la personne qui est à côté de moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas la télé le midi, mais il y a toujours du jazz ou de la bossa nova. Le matin, ils vont manger avec la musique. L'après-midi, toujours de la musique. Et le soir au repas, toujours des musiques beaucoup plus douces, beaucoup plus zen, qui vont aller justement pour le sommeil. Où là, les lumières, la musique est importante pour les accompagner pour le sommeil. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec ma collègue, on travaille depuis des années ensemble, qu'on habite à côté de l'EHPAD et qu'on est toujours très motivés à travailler au secteur protégé. Ils nous apportent beaucoup, on leur apporte beaucoup, et on est toute une petite famille. Et on a encore l'envie, et toujours l'envie. Ok. Ce qui est bien, c'est de voir qu'eux aussi, finalement, continuent à vivre un petit peu comme chez eux, en faisant des choses, finalement. C'est peut-être ça aussi, la recette. Voilà. Ouais, l'accueil, quand ils rentrent en EHPAD, ils sont stressés, ils sont perturbés. Donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer de leur donner envie de rester avec nous et de vivre à l'EHPAD. Ok. Voilà. Allez-y, si vous voulez ajouter quelque chose. Je voulais rajouter un truc. Ce qui est important, c'est aussi le lieu doit être joli pour le résident. On doit se sentir bien à nous. Donc c'est vrai qu'il y a souvent des créations. On fait beaucoup de créations, travaux manuels avec eux. Donc pour que le résident se sente bien et nous aussi, c'est toujours un lieu agréable. Ok. Voilà, je te passe. On vous entend pas si vous parlez pas dans le micro. Voilà, je dis réussir à avoir la confiance des familles. Ils laissent leurs résidents et on échange beaucoup avec eux.
on a la possibilité au secteur protégé, voilà, d'avoir une relation avec les familles qui peut-être est moins... Ok. Ce que j'entends aussi, Sandra Vessière, je vais vous demander à ce qu'on vous passe le micro, c'est qu'il y a quand même aussi ces notions d'équipe. On a l'impression que l'équipe, le binôme, le fait de travailler ensemble, bon, ça peut apporter des choses aussi et peut-être casser les tensions au travail. L'auxiliaire de vie, ça se passe comment ? Alors, à domicile, c'est très compliqué. Justement, tout à l'heure, partie très intéressante sur le management. Ma boîte a mis en place des ateliers de parole, en fait, des groupes de parole entre salariés. Et je trouve l'idée exceptionnellement géniale parce qu'on se retrouve avec une psychologue donc, entre salariés et on échange, on discute. Alors moi je suis une des anciennes, donc forcément je partage mon expérience. Il y a les nouvelles qui viennent et qui sont ravies d'apprendre des petites astuces, des petits trucs. Et c'est vrai que nous, un de nos soucis à domicile, c'est la solitude. On n'est pas, enfin, la solitude, on a notre bénéficiaire, mais c'est pas la même chose. La solitude en tant que salarié, on est seul, on est seul face à la direction, face à tout ça, et c'est très très compliqué. Alors que depuis qu'il y a ces ateliers mis en place dans ma boîte, on se sent déjà beaucoup plus écouté parce qu'on est un peu plus unis et non, vraiment. Et puis, le partage d'expériences comme ça, c'est quelque chose qui améliore grandement l'efficacité au travail. Et puis, en plus, l'entente entre collègues qui est royale, quoi. Ok. J'ai l'impression qu'on arrive dans le domicile à des choses qu'on a un peu découvertes dans les EHPAD il y a effectivement une quinzaine d'années. C'est-à-dire les groupes d'écoute, de régulation de pratique. La musique aussi, par exemple. C'était intéressant d'en parler parce que je suis musicienne et moi, j'ai mis ça en place avec... mon bénéficiaire en CESU, parce que je travaille aussi en CESU, chèque emploi-service, pardon, et c'est le particulier employeur. Et en fait, moi j'ai toujours de la musique. Quand je travaille chez les gens, je leur demande quand même avant, mais je mets toujours de la musique parce que je suis toujours en train de chanter. Et j'avais un bénéficiaire qui était très dépressif, qui ne parlait jamais. Et je suis arrivée avec ma musique et puis il a commencé à me poser des questions. Il avait joué de la guitare lui aussi à l'époque, donc on a parlé et j'ai ramené ma guitare et puis la communication s'est faite immédiatement, alors qu'aucune de mes collègues n'arrivait à communiquer avec ce monsieur. La musique, c'est vraiment très important. Ok. J'ai relevé quelque chose dans ce que vous avez dit qui m'a frappé. Vous avez dit ça nous permet d'être face à l'employeur ou de faire face. Et alors que j'ai entendu chez vos collègues plutôt cette notion de avec. On n'a pas l'impression, quand on écoute vos collègues, qu'elles sont face à une direction. Et vous, c'est quelque chose que vous avez souligné. Vous trouvez qu'il y a encore des progrès à faire dans le secteur de l'aide à domicile, dans cette relation ? Il y a très peu de relations en fait, avec l'employeur. Moi, tout ce que j'ai entendu sur les EHPAD, tout ça, c'est formidable. Moi, on rêve de ça dans le domicile, d'être aussi proche de notre direction. Sauf que la personne avec laquelle on est la plus proche, malheureusement, c'est surtout notre référente du secteur. C'est la personne qui s'occupe de nos plannings et de tout ce qui organise notre journée. Et la direction, c'est très très compliqué, surtout sur des boîtes nationales. C'est très compliqué d'avoir accès à ces personnes et c'est regrettable. Parce que d'ailleurs, nous, au sein du collectif, on met un point d'honneur à ça, c'est qu'on n'est pas un collectif de salariés, enfin, on est un collectif de salariés, mais pas uniquement réservé aux salariés, parce que, en fait, on essaye d'apporter des solutions d'amélioration des conditions dans ce secteur. Et j'insiste sur le mot conditions, parce que souvent on me reprend, on me dit conditions de travail. Non, conditions. Parce que dans les conditions, il y a les conditions de travail des salariés, mais les conditions de travail des salariés mènent obligatoirement aux conditions de vie de nos bénéficiaires. Donc c'est les conditions en règle générale. Et nous, dans le collectif, on réfléchit à ça, donc on invite grandement tous les directeurs de structure à nous rejoindre, à adhérer et à participer avec nous à nos réflexions.
Oui, c'est une relation gagnant-gagnant. C'est ce qu'on a entendu aussi dans la première table ronde, où on disait que finalement, si on ne se posait pas la question du salarié, c'est Dominique Villa, je crois qu'il a dit, c'est à partir du salarié que finalement l'organisation prend sens. Myriam, Audrey, je suis désolé, je veux vous appeler Myriam, mais bon, Audrey, pardon. Quand vous avez remarqué, il n'y a presque personne, on est juste entre nous, donc on peut dire les choses franchement. Oui. Quand vous êtes au travail, vous côtoyez des collègues qui sont là depuis plus longtemps. Oui. Est-ce que l'usure au travail, les gens qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol, est-ce que vous en avez côtoyé? Et comment vous, qui découvrez le métier, vous pouvez être par rapport à ces gens-là? Dans mon entourage, moi, je n'ai pas connu des gens qui en avaient marre. Chez Corian, moi, je trouve que les gens sont passionnés. Quand je vois, par exemple, Madeleine, elle m'a transmis l'amour, c'est-à-dire cet amour. Parce que moi, je vais vous raconter, ça fait 1 an seulement que je travaille dans le monde du soin. Et j'ai des patients, quand je ne suis pas là, ils me réclament. Vous comprenez? Parce que forcément, il y a quelque chose qui se passe. Donc, moi, je n'ai pas connu des personnes qui en ont marre. Hein. Dans mon Corian, les gens travaillent avec enthousiasme, ils transmettent surtout, parce que si j'arrive à vous parler, comme ça vous comprenez que je suis bien dans ma peau et que j'aime ce que je fais, c'est à partir de mon entourage. Ça veut dire que les gens qui transmettent leur savoir, leur ancienneté, comme Madeleine, hein, ce qui fait que moi... C'est quand même un métier où effectivement on rencontre des gens... si vous voulez, où il y a des personnes âgées qui décèdent, hein, ça fait partie du métier. Vous avez des personnes âgées qui peuvent être plus ou moins agréables. Il faut se baisser, il faut soulever, on peut avoir mal au dos. Cette pénibilité-là, vous ne l'avez pas rencontrée malgré tout dans les... Si, on la rencontre, mais il faut faire avec, parce que c'est un choix de vie. On n'est pas obligé d'aller dans ce métier. On est allé dans ce métier parce qu'on l'aime, parce qu'on veut les accompagner. Vous comprenez? Donc, moi, je n'ai pas à me plaindre. Hein. Non, mais il faudrait avoir une machine pour faire plusieurs Audrey et en mettre une à disposition. Au début, je vais vous raconter, au début, Audrey, elle avait peur. Parce que la reconversion, en soi, n'est pas évidente, ce n'est pas facile. Donc, Audrey se disait la peur de mal faire, le doute. Est-ce que j'ai bien fait de me reconvertir après tant d'années, tant d'ancienneté chez Monoprix? Il fallait sauter le pas. Ce n'est pas évident. Et beaucoup, parfois, je pense que ce doute leur font ne pas aller vers leur métier de rêve. Au début, parce que le métier d'aide-soignant, ce que beaucoup ne savent pas, il s'apprend. On n'est pas aide-soignant, on le devient. Tous les actes que pratique une aide-soignante tout au long de la journée, ça s'apprend. Donc, ce qui est adorable et bien avec l'apprentissage, c'est qu'on a droit à l'erreur. On a droit à se réajuster. Dans la structure, Audrey, toutes les activités de soins, elle a répété pas une fois, hein, parce que il faut le pratiquer. Et puis le tuteur est là en étant bienveillant, parce qu'il y a un slogan qu'on dit souvent chez Corian, le soin à cœur. On a développé cette bienveillance auprès de la personne âgée. On s'est dit, le soignant n'est pas que là pour reproduire, parce que beaucoup étaient dans la reproduction des actes sans apporter un sens à ce qu'ils faisaient. Donner un sens à ce qu'on fait, je pense que ça change beaucoup le métier. Ça empêche le soignant de tourner dans l'usure. Parce que moi, ça fait 19 ans que j'y travaille auprès des personnes âgées. Regardez ma joie de vivre. Ce n'est pas que le quotidien a été toujours facile. Je pense qu'en EHPAD, le travail d'équipe aide beaucoup. Merci. Et puis, le matériel aussi de technologie a été développé. Avant, on portait, même si c'était à deux, des personnes. C'était difficile, il y avait beaucoup d'accidents de travail. C'était pénible. Dans plusieurs structures maintenant, on a mis des rails de transfert d'élèves personnes qui facilitent justement cette pénibilité du travail du soignant. L'ARS aussi, qui nous aide aussi beaucoup, hein, ça dépend des structures, à apporter plus d'aides-soignants. Dans certaines structures, justement, on essaye de pousser, de faire monter en compétence beaucoup de soignants. Parce qu'il y a des collègues auxiliaires de vie, il manque un complément. Je salue leur travail, nos collègues de formation, et tous ensemble, hein, parce que c'est un travail d'équipe, on est nombreux dans la structure. Okay. On a une capacité dans la résidence de 127 lits. Vous vous imaginez, le bâtiment, il est grand.
Il y a beaucoup de professionnels et tous ensemble, je pense que tout le monde, de l'ASH qui a aussi une observation, parce qu'on les oublie beaucoup. Hein. On se dit qu'elles sont là pour le ménage, pour le bio-nettoyage, ce n'est pas vrai. Elles entrent dans les chambres, elles ont aussi cette bienveillance auprès des personnes. Et je pense qu'il faut saluer leur travail parce qu'elles voient des choses, elles appellent immédiatement les collègues compétentes qui peuvent pallier à la situation. On en est bien persuadé, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui on a voulu mettre à l'honneur des aides-soignantes, des auxiliaires de vie. On sait bien que ce sont des métiers remarquables et sans ces métiers-là, ni nos services à la personne, ni nos EHPAD ne tiendraient. Merci Madeleine pour votre témoignage et merci aussi d'avoir souligné que dans beaucoup de défauts de la Silver Economy, il y a quand même aujourd'hui des outils supplémentaires comme les rails de transfert qui peuvent aider les personnes. Donc voilà, on galvaude, on s'amuse beaucoup avec le mot Silver Economy, mais quelquefois, ça a des bénéfices. On arrive au bout de la table ronde, même si on aimerait bien rester plus longtemps avec vous. Je vais vous demander à Audrey de passer le micro à Sandra. Sandra, si vous aviez une baguette magique, pour l'avenir, qu'est-ce que vous changeriez dans le métier d'auxiliaire de vie? On est entre nous, on peut tout dire? Il n'y a personne. Le salaire. Non, c'est terrible. C'est terrible à dire, mais l'attractivité du métier, je pense qu'elle tient juste de ça. Il faut revaloriser les salaires de ces métiers, en fait. C'est juste parce que l'attractivité, convaincre les gens de faire ce métier, on n'a pas besoin. Les gens, moi je le vois dans la rue, tout le monde me dit « Ah, c'est beau ce que vous faites ». Tout le monde me dit ça. Jamais dans ma vie on m'a dit « Oh, ton truc c'est nul ». Tout le monde. C'est des métiers, et puis quand on y tombe dedans, on étudie ces métiers, on commence à travailler dedans. C'est des métiers, on y tombe dedans, on ne peut plus en sortir, c'est plus possible, ça vous prend en tripes, vraiment. Et donc, il y a beaucoup de choses. Nous, on a écrit tout un manifeste dans le collectif, donc il y a beaucoup de choses. On va rencontrer le ministre aussi bientôt, je crois. En très rapide revalorisation salariale, et je pense qu'on changera beaucoup de choses avec ça. Ok. Marie, baguette magique? Baguette magique, je pense que oui, peut-être les sous sont importants. Alors c'est important, mais ça ne fait pas tout. Je sais que c'est quelque chose d'intéressant à soulever, c'est-à-dire qu'on a toujours envie de plus. Et quand on aura plus, on aura encore envie de plus, et toujours plus. Et il peut y avoir cette notion de si on vous paye plus, ça veut dire qu'il y aura peut-être plus de responsabilités, plus de choses à faire. Donc il faut que ça soit égal avec ce désir. Moi, je pense que le plus important, c'est le partage. Le partage de connaissances et de tâches pour que chacun puisse connaître les limites de chacun, par la même occasion, pour pouvoir savoir comment améliorer le mieux-être et le bien-être des salariés. Et aussi, on en parle peu, mais on parle des salariés, et c'est très important, mais je pense que toutes les personnes au-dessus, c'est-à-dire nos directeurs et directrices qui sont dans cette notion d'humanisme, pour peut-être pas forcément la plupart, mais en tout cas au jardin Médicis, c'est ça. La souffrance, elle va dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que la direction qui voit ses salariés qui souffrent, je pense que ça travaille aussi. Et c'est important de soulever ça. C'est-à-dire qu'on on n'est pas seul, on est tous avec ce travail d'Hercule, hein, c'est-à-dire cette notion. Et en tant que salarié, il faut aussi qu'on puisse entendre les limites d'au-dessus, même si c'est pas forcément agréable aux oreilles. Hein. On n'a pas forcément envie d'entendre. En tout cas, moi, j'ai un peu de mal à entendre, Marie, oui, ton métier est très important, mais on peut pas te donner une deuxième ou une troisième journée. Mais qu'importe, en tout cas, c'est dit. La personne entend, et c'est différent que d'écouter, c'est que c'est entendu. C'est-à-dire que le jour où il y aura le moyen de faire la chose, ça sera fait. Et de pouvoir dire les choses, je pense que c'est la meilleure des choses, et c'est mieux qu'un salaire, parce que ça permet après d'ouvrir d'autres possibilités, d'autres voyages à travers professionnels. Ok, c'est vrai que vous avez raison, on en parle peu, mais le burn-out des directeurs et des directrices, c'est quelque chose qui existe vraiment. Ce que je retiens aussi, ce que vous dites, c'est que c'est avant tout
finalement, comment, localement, dans l'EHPAD, déjà, on organise les choses. Les décisions d'État, c'est une chose, mais enfin, mais la manière dont... Je pense qu'on est tous concernés. Là, on parle évidemment des EHPAD, mais si on fait le parallèle avec nos politiques, on sait très bien que ce n'est pas nos politiques qui changeront nos vies. C'est vraiment nous, au sein de notre propre maison, de notre propre sphère. Voilà. Et je pense que les EHPAD, c'est important de le dire. Bien sûr qu'on peut parler au niveau régional, etc. Et c'est très intéressant. Mais avoir quelqu'un qui est aux commandes du bateau dans notre EHPAD, celui qui nous concerne, est bien plus intéressant que de savoir que dans le groupe, on a la maison à côté qui a mis ça en place. Je crois que c'est très important que ça soit le plus proche possible de nous pour qu'on ait envie. Et c'est peut-être la baguette magique. C'est que chacun d'entre nous, on puisse faire quelque chose à notre petite échelle. Merci. Ouais. Mathilde Laurent, alors, une baguette magique, qu'est-ce qu'on fait ? Garder toujours l'envie qu'on a. Nous, ça fait 20 ans qu'on travaille à l'EHPAD. Et ça fait 10 ans qu'on pratique à peu près 8 ans la méthode Montessori et qu'on a vraiment l'envie. Et continuer toujours ce travail-là. C'est vrai qu'on a la chance d'habiter à côté de l'EHPAD. Oui, je précise, Villeneuve-les-Maglones. Donc il y a pire aussi quand même pour vivre, entre la plage et la cathédrale de Maglone. Voilà. Et puis continuer à travailler avec ma collègue, on s'entend très bien depuis des années. C'est très important aussi. On reste ensemble. Ok, l'esprit d'équipe, ça veut dire que c'est une valeur aussi forte. Mine de rien, vous dites des choses. Voilà. Alors moi, c'est l'obligation dans les EHPAD de formation Montessori. Voilà, parce que nous, ça nous a beaucoup apporté. On a la chance d'être écoutés par notre direction, mais dans toutes les EHPAD, ça ne se passe pas. Donc dire à tous les directeurs d'EHPAD d'écouter leur personnel quand ça ne va pas et de les aider à continuer. Voilà. Et de former aussi, j'ai l'impression. Et former, beaucoup former, ça apporte beaucoup. Ouais. Okay. Ça nous permet de continuer. Ouais. Oui. Ouais. Après, il y a d'autres méthodologies. On sent que ce qu'il faut surtout, c'est un projet, que ce soit Humanitude, Montessori, Clementia Vita, Vita Clementia, pardon, qui unissent, qui donnent une dynamique et qui donnent un projet. Qui redonne envie de repartir quand on a une baisse de tension. Ce qui nous arrive à tous. Mais je pense que l'équipe est un bon moyen de se requinquer. Ah oui. Qui est un petit peu plus difficile finalement au domicile. Ouais. Et on a la chance d'être écouté par la direction en disant oui, il faut les laisser ensemble parce qu'elles s'entendent bien. Donc voilà. Ok, je laisserai le message de la fin. Non, je pense pas. Mais vous êtes pour autant. Oui, on a été un peu. Écoutez, effectivement, ça a été dit. Il y a eu une revalorisation dans les EHPAD et pour l'instant, c'est vrai que ça tarde plus à venir. Ça nous a fait du bien, ça nous a redonné l'envie. Hein. Bon, donc un élément à prendre en compte quand même, effectivement. J'ose même pas vous dire la slide qu'on vous montrera sur les moyens qu'il y a à Genève. Bon, vous allez vite voir, c'est un peu différent de chez nous. Voilà, merci. Audrey, le mot de la fin, puisque vous êtes la petite jeune et que vous allez être bientôt diplômée, en tout cas on vous le souhaite. Comment vous voyez demain dans ce métier, vous ? Je me vois bien dedans. Je pense que j'aurai mon diplôme haut la main. Et je vous enverrai un message. J'espère bien, avec plaisir. Donc, je trouve que le dispositif passerelle est très très bien. Je remercie d'ailleurs Corian de m'avoir donné ma chance. Ça. Je remercie mon employeur Monoprix et aussi le gouvernement qui a mandaté Transition Pro. Voilà. Allons-y. Je regrette rien, je suis très content. Alors, juste une question. Quand vous travaillez, est-ce que vous mettez des crocs ? Parce que je vois vos magnifiques chaussures. Ah non, je mets des crocs, pas de bijoux, pas de vernis, pas de faux ongles, pas de cheveux longs. Il y a une deuxième Audrey. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Ouais, merci. Belle table ronde. Merci beaucoup. On est vraiment très fiers à la Fondation, justement, et peut-être parce que ça fait aussi partie de nos métiers, de mettre en valeur. Alors c'est vrai qu'on aurait pu aussi demander à des infirmières de témoigner, il y aura un médecin, on va en trouver à d'autres moments. Mais en tout cas, vous représentez vraiment quelque chose de formidable. Moi, je tiens vraiment à dire qu'avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, si les auxiliaires de vie, vous n'aviez pas été là, si dans les EHPAD, vous n'aviez pas été là, ça aurait été catastrophique. Je tiens à dire qu'en Espagne, par exemple, où
l'organisation est beaucoup moins efficace et où il n'y a pas la répartition du soin des auxiliaires de vie. Il y a des EHPAD entiers qui ont été désertés avec des personnes âgées qui ont été abandonnées, quelquefois sans manger et sans boire, sans être lavées pendant plusieurs jours. C'est un phénomène qui n'existe pas en France, qu'on n'a pas vu pendant le Covid. Et ça, à domicile, c'est pareil. Vous vous êtes battus, vous avez été ingénieux. Je voudrais vraiment qu'au travers de vous, on applaudisse et on salue les services à la personne, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les ASH, les personnels d'entretien, les personnels de cuisine, sans qui tout ça n'existerait pas. Merci beaucoup.